Merci d'être resté avec nous. On va continuer sur la série de webinaires aujourd'hui dédiée à la partie Analytics. Et dans ce prochain webinaire, on va voir comment on peut créer notre Data Lake sécurisé en quelques jours. Et on va faire appel à un nouveau service qui est GA depuis quelques mois maintenant, qui s'appelle AWS Lake Formation. Alors, voici l'agenda que je vous propose. Donc, on va essayer de situer l'usage d'un data lake d'une manière générale. On va situer, on va dire, le contexte, l'état de l'art et pourquoi on est arrivé à ce service-là. Et après, on va parler de ce service qui est Lake Formation, à quoi il sert et comment on peut l'utiliser. Et à la fin, on finira par une démo. Et bien sûr, on aura le temps pour prendre quelques questions et répondre à vos interrogations. Alors d'abord, on va resituer un peu la partie data lake que vous avez vu déjà auparavant dans le webinaire précédent sur créer son data lake avec S3 avec Marc. On ne va pas aller très loin. Donc là, on est parti d'un modèle traditionnel, justement, que vous avez vu, où on a cette partie Data Warehouse qui était l'agrégation des données qu'on pouvait avoir en premise et on mettait de la BI en face pour justement explorer ces données-là. C'est quelque chose qui existe actuellement toujours dans les entreprises. Cela dit, on est parti de ce modèle qui posait quelques soucis, notamment sur, d'abord, la quantité de données qu'il pouvait avoir. On parle de Big Data, on parle des 3 V, la vélocité, la variété et la volumétrie. Alors la volumétrie, parce qu'il y a énormément de données qui arrivent, donc on parle d'une scalabilité d'un x10 dans les 5 prochaines années, selon les analystes. On parle d'une variété de données qui arrivent, on ne parle plus que de bases de données ou d'entrepôts de données qui restent toujours une source vitale et une source historique des données que vous pouvez avoir dans vos entreprises, mais on parle aussi des données qui peuvent arriver des réseaux sociaux, de l'analyse de comportement sur un site web et ainsi de suite. Donc tout cela fait partie des données qu'on va avoir, ce qui permet d'avoir une certaine diversité de données qui peuvent arriver et qui sont potentiellement pas stockées actuellement. Alors ça, c'est une première problématique. La deuxième, qui n'est pas forcément une problématique, mais qui est un avantage, c'est qu'on a de plus en plus de personnes et de diversité d'emplois qui veulent accéder à cette donnée-là. Auparavant, on pouvait avoir que des users de BI ou autres qui pouvaient y accéder. Maintenant, on peut avoir des data scientists, on peut avoir des analystes, on peut avoir même des développeurs qui peuvent tirer bénéfice de cette base de données pour tout simplement innover. Donc ça, c'est une première partie. Puis une autre façon aussi de les analyser. On ne parle pas que de data warehouse, on ne parle pas que de BI. On a une diversité de données, d'outils qui permettent d'analyser ces données-là de différents moyens. Et bien sûr, la problématique qui se pose au top de ça, c'est comment on va avoir des règles, on va mettre en règle pour justement satisfaire ces personnes-là, satisfaire leurs demandes et satisfaire l'usage de ces outils-là directement sur la plateforme. Ça, c'est l'état de l'art qui a ramené à créer des data lakes. Et ça va au-delà. Ce qui nous ramène à une définition d'un data lake. Vous pouvez trouver pas mal de définitions. Celle-là est assez simple. Un data lake, c'est un endroit central, sécurisé, qui permet de gouverner d'abord la donnée, donc de donner une certaine gouvernance sur la donnée, de la partager en interne, de pouvoir permettre à ces utilisateurs-là de la découvrir, de l'analyser at scale. Les données peuvent être structurées, semi-structurées, pas du tout structurées. Donc c'est un endroit central qui va justement englober ou permettre de stocker ces données-là à l'échelle et qui va permettre à des utilisateurs de les découvrir, de les analyser. Et au-dessus de tout cela, il faut qu'on mette en place une certaine gouvernance. Vous voyez, donc on part d'un principe de data lake vers un principe juste du stockage. Ce n'est pas un data lake. L'idée d'un data lake, c'est de pouvoir mettre en place une approche architecturale là qui va permettre justement de tirer bénéfice et d'innover avec la donnée qui est dessus. Donc voilà le contexte, on va dire, l'état de l'art par rapport à la création de la data lake. Maintenant, revenons à l'état de l'art et qui nous a ramené justement à mettre en place ce service qui s'appelle Lake Formation. Alors, si on prend les étapes, on va dire, assez communes qu'on a vues avec nos clients avant d'arriver à exploiter la donnée, on peut les résumer dans le slide suivant. D'abord, on va mettre en place un stockage. On va situer comment on va partitionner les données, comment on va les stocker, de quelle manière on va les adresser par la suite. C'est tout ce que vous avez vu dans le slide précédent ou dans le webinaire précédent sur comment on crée notre data lake avec S3. Ensuite, on a la partie où on récupère des données, donc récupérer des données, donc on va peut-être les déplacer
Donc ça peut être de deux manières, hein, soit en mode batch avec des données qui peuvent exister historiquement dans vos bases de données, dans vos data warehouse ou qui sont fournies par des tierces, ou bien en temps réel qui va arriver en temps réel sur la plateforme, donc sur votre outil d'analytics pour pouvoir les analyser ou sur votre outil stockage pour pouvoir les analyser par la suite. Avant, on va pouvoir les nettoyer, on va pouvoir les préparer, on va vouloir avoir un catalogue de données qui a une certaine qualité, qui va être nécessaire justement pour la suite, pour que les data scientists ou pour que les utilisateurs finaux puissent tirer bénéfice des données. D'accord? Donc ça, c'est une troisième étape qu'on va avoir. Et avant que ces utilisateurs y accèdent, on va devoir mettre en place une certaine gouvernance. On va devoir mettre en place une certaine sécurité, une certaine compliance, des policies qui vont répondre à des compliances, qui vont répondre à, par exemple, si on a des données personnelles, si on veut les supprimer, les anonymiser ou autre. Donc l'idée, c'est ici de mettre en place la sécurité nécessaire, d'ailleurs, pour que les personnes derrière puissent y accéder. Et bien sûr, au final, on va mettre rendre les données disponibles pour faire de l'analytics et pouvoir, par exemple, faire du machine learning sur ces données-là. Et donc là, on va se retrouver avec potentiellement trois types d'utilisateurs. Les data engineers qui vont être sur la première phase, les security officers qui vont être en deuxième phase pour la partie sécurité et les data analysts qui vont être en dernière phase et qui vont justement exploiter ces données-là. On va voir comment on va situer ces trois personnages ou ces trois personnages dans l'approche analytics. Alors, si on revient sur les étapes nécessaires qui nous ont ramené aussi à mettre en place l'Hack-Formation, si on met en place un data lake actuellement sur AWS de manière générale, il y a pas mal de choses qu'on fait automatiquement, mais il y a quelques étapes qui restent plus ou moins manuelles. Alors, on va faire quoi? On va d'abord explorer les sources qu'on peut avoir, c'est-à-dire les différentes sources qu'on peut avoir soit sur AWS, soit en premise. Là, par exemple, vous avez un snapshot sur des bases de données sur RDS. On va créer des data lakes, on va créer des repositories sur S3, hein, donc ce que vous avez vu justement dans le webinaire précédent. On va pouvoir le faire d'une manière automatisée, bien sûr. On va donner des droits sur ces buckets S3 via par exemple les ressources policy, qui a le droit de faire quoi et à partir d'où. Ensuite, on va on va mapper ces tables-là, on va mapper ces données-là qui sont sur S3 pour en créer des catalogues de données et créer des tables. D'accord? On va par exemple potentiellement lancer des jobs ETL qui vont faire de la transformation de données, qui vont nettoyer cette donnée-là ou voir ce qu'on peut faire avec ces jobs-là. Donc ça, c'est une prochaine étape. Ensuite, on va créer des métadonnées, ces métadonnées qui sont nécessaires par exemple sur Glue pour donner des droits à une certaine personne ou à une autre, pour accéder à un tableau ou un catalogue. Et potentiellement aussi, on va pouvoir accéder à des services d'analytics pour justement donner des grants, pour accéder, à ce que j'ai le droit de requêter cette table, est-ce que j'ai le droit d'accéder à cette colonne, ainsi de suite. Et ça, on a la possibilité de le faire plusieurs fois. Ce qui peut avoir des effets un peu négatifs. On peut, vous le devinez, parfois on a certaines étapes qui peuvent être manuelles. On peut automatiser au maximum, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Mais on peut être amené à faire quelques étapes manuellement et ça va consommer du temps et potentiellement il y aura des erreurs à ce niveau-là. D'où le fait qu'on ait mis en place un service, l'Hack-Formation, qui justement permettra de simplifier toutes ces étapes-là ou de donner une certaine simplicité à l'approche de sécurité. Donc, l'Hack-Formation est là pour vous permettre de sécuriser l'accès à vos data lakes et de construire un data lake en quelques jours. Alors, comment on va le situer dans la chaîne de valeur des services analytics d'AWS? Ça va être le suivant. D'abord, on va mettre en place notre data lake sur S3. Ça, on est d'accord. Donc, on va mettre en place notre data lake sur S3 qui est un stockage durable, cost-effectif, qui permet d'avoir du chiffrement, de la sécurité, de la réplication globale, ainsi de suite. Donc, on va commencer par cette base qui reste la même. Ensuite, on va justement utiliser l'Hack-Formation d'abord pour ingérer de la donnée, pour récupérer de la donnée, pour enrichir notre data lake. On va l'utiliser aussi pour cleaner, pour nettoyer les tables, pour accélérer la vie ou pour simplifier la vie à nos data engineers. Une fois qu'on a fait ça, on va l'utiliser aussi pour donner des permissions qui seront granulaires, donc qui vont permettre justement de dire telle personne a le droit d'accéder à cette donnée-là, telle personne a le droit d'accéder à ce tableau, à ce data catalogue, ce tableau dans cette table dans ce catalogue, à cette colonne, ainsi de suite. On verra justement
par la suite. Et bien sûr, l'idée, c'est que ce soit intégré à nos outils d'analytics comme Athena, comme Redshift, comme SageMaker, OMR, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est justement, vous voyez, c'est de donner une couche de gouvernance qui va venir simplifier la vie à vos utilisateurs et qui simplifiera la vie aussi de vos Data Security Engineers d'accéder à la donnée d'une manière sécurisée, cost-effective et à l'échelle. D'accord? Donc c'est ce qu'on va devoir faire et ce que justement l'HackFormation nous permettra de faire. Alors, comment ça va se manifester? Donc là, on va revenir à nos 4 utilisateurs, ou 3 utilisateurs. On commencera par les data engineers qui, eux, vont avoir la possibilité d'ingérer et de cleaner les données. On va se baser sur des services comme AWS Glue, comme Spark, comme Spark Serverless Spark qu'on va retrouver sur Glue, des blueprints et des transformations de machine learning. Commençons d'abord par la partie Glue. Alors, une définition rapide pour ceux qui ne connaissent pas Glue. Glue, il y a 3 fonctionnalités principales. La première, ça nous permet de découvrir la donnée qu'on a, par exemple, sur des sources de données comme S3, comme des bases de données. D'accord? Il va permettre de construire un data catalogue, de construire des tables. Soit vous le construisez vous-même, soit sachez que vous avez la possibilité d'avoir des crawlers automatiques qui vont aller scanner les données que vous avez mises sur AS3, inférer les schémas qui sont associés à ces données-là qui sont stockées sur 3. Vous avez par exemple le type de données, est-ce que c'est de la chaîne de caractères, de l'entier, est-ce que voilà le schéma de votre base de données. Ce qui va construire en quelque sorte, c'est un metastore, c'est de la métadonnée sur votre donnée. Il est compatible avec Hive, ce qui vous permettra d'utiliser dans certains services qui peuvent s'intégrer avec Hive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est intégré à d'autres services d'analytics. Quand on parlera d'Athena par la suite, Athena va récupérer les schémas de base de données, les schémas des tables, justement de Glue. Donc Glue va être en premier, il va inférer les schémas, il va construire la métadonnée sur cette donnée-là et Athena par la suite va venir consommer et utiliser ces services-là. La deuxième partie qu'on va retrouver sur Glue, c'est tout ce qui est, on parle de Serverless Engine, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser pour faire de la transformation de données. On va avoir du Spark managé complètement serverless qui va être managé par AWS. On peut avoir un shell Python par rapport à ça. On peut construire des jobs batch interactifs qui vont prendre vos données d'une manière batch ou d'une manière interactive pour pouvoir les transformer avec des jobs ETL que vous allez définir sur Spark ou qui vont être proposés par AWS par exemple pour la transformation de données. Si demain on veut transformer de la donnée du CSV au parquet, c'est des scripts qui sont déjà proposés par AWS qui vont vous permettre de le faire d'une manière complètement serverless. Donc ça, c'est la deuxième partie qu'on va voir sur Glue. Et la troisième, c'est justement d'avoir une orchestration. Donc on va bien sûr monitorer, savoir ce qui se passe au niveau de notre catalogue, de savoir où on en est sur les jobs qu'on a mis en place, mais aussi de mettre en place des workflows. On va pouvoir construire un certain nombre de workflows directement sur Glue qui vont prendre toutes ces étapes-là une à une. Par exemple, récupérer de la donnée sur AS3, crawler de la donnée, transformer de la donnée, la mettre disponible sur une base de données ou un catalogue de données et puis justement permettre à d'autres services derrière pour pouvoir les utiliser. Ce qui est intéressant dans l'approche avec l'HackFormation, c'est que l'HackFormation s'intègre justement avec Glue. On ne va pas réinventer la roue sur certains aspects et on va avoir, on va dire, cette intégration que vous voyez ici sur ce slide-là. D'abord, Glue, vous l'avez vu, on va se retrouver sur la partie soit transformation avec des jobs Glue, soit des crawlers qui vont analyser de la donnée, soit avoir des connexions sur des bases de données ou sur des, par exemple GDBC par exemple, sur des bases de données. Il va créer des bases de données qui seront considérées comme des bases au niveau Glue, des tables au niveau de Glue. On va avoir ce catalogue de données, on va avoir ces workflows qu'on va toujours gérer au niveau de Glue. Et là, vous voyez que l'HackFormation se positionne en top de Glue. Donc, il va faire appel à ces services-là, justement, pour pouvoir bénéficier des services et des fonctionnalités qui existent auparavant. Donc, vous voyez, il y a une partie qui est la partie Blueprint, qui sont des templates qu'on a mis à disposition des clients pour ingérer des données, par exemple, de CloudTrail, qui va pouvoir ingérer des données, des bases de données qui existent sur RDS, MySQL, SQL Server, Oracle ou autres, qui peuvent être en prémisse ou sur AWS, qui va pouvoir justement
ajouter cette couche de sécurité. Donc, vous n'avez plus besoin, et on va le voir dans les slides suivants, d'utiliser les règles IAM pour pouvoir gérer qui a accès à la donnée. Vous pouvez vous reposer sur le modèle de sécurité proposé par CloudFormation justement pour donner les accès ou les enlever aux utilisateurs qui vont accéder à ces catalogues de données. Et puis on aura bien sûr la partie monitoring qui va être là, qui va être la même, qu'on va pouvoir utiliser pour savoir qui fait quoi sur les données que vous avez stockées sur AWS. Alors, si je reprends la partie Blueprint rapidement, donc on va avoir des templates qui seront déjà créés par AWS. Vous pouvez utiliser les vôtres si vous le souhaitez, mais ce sera déjà des templates préconstruits par AWS. Il y a un certain nombre que vous allez trouver sur AWS. Ils vont faire quoi concrètement derrière? Ils vont construire pour vous les fameux workflows dont je vous parlais sur Glue. D'accord? Donc, ils vont eux-mêmes le faire. Ils vont lancer les jobs, ils vont lancer les crawlers, ils vont transformer la donnée et ils vont justement créer pour vous ce data catalog. D'accord? Ce qui permettra justement par la suite à vos utilisateurs d'utiliser. Okay? Donc là, les blueprints, ils vont existent directement sur CloudFormation. Donc vous allez sur CloudFormation, vous lancez ces blueprints-là, ils vont faire toute la chaîne pour vous. La chaîne qui ressemble à celle-là. Si on prend la partie workflow, ce n'est pas très bien visible sur l'écran, mais ça vous permettra de voir à quoi ressemble un template ou un blueprint sur CloudFormation. Alors, si on prend sa partie-là, donc comment on va le situer? D'abord, vous allez lui donner la source de données, vous allez lui donner la localisation où se trouve votre repository de Data Lake. Et là, le blueprint, il va reprendre tout ce qui est à droite, tout ce qui est découvert, tout ce qui est conversion, tout ce qui est partitionnement, tout ce qui est récupération des données ou monitoring de la partie donnée ou enrichissement, soit d'une manière continue, soit incrémentale, soit d'une manière, on va dire, fully. C'est-à-dire qu'une fois on le fait, puis on s'arrête. Et bien sûr, vous avez la possibilité de customiser ça. Donc ça, c'est ce qui, quand on parle de blueprint, c'est ce qui vous permettra de faire CloudFormation. Alors, une autre fonctionnalité qui sera intéressante pour vous quand on parlera de CloudFormation, c'est tout ce qui est qualité de données. On a parlé de qualité de données et là, on va avoir par exemple deux parties qui sera à la fois la déduplication et le record matching. Il s'agit de déduplication, donc on va essayer d'avoir une base de données, de voir est-ce qu'on a des items qui sont redondants. Donc on peut avoir par exemple une table sur laquelle il y a Walid Ben Abderrahman qui peut paraître sur dans plusieurs champs, dans plusieurs lignes, mais sous d'autres formats, peut-être avec mon pseudo, peut-être avec Mohamed Walid Ben Abderrahman qui est mon deuxième prénom. Peut-être qu'il y a une erreur sur le nom-prénom, peut-être qu'on va avoir d'autres types de bases de données de films où on va avoir le même nom de film mais avec par exemple plus ou moins de détails sur le nom de film. Donc c'est ce qui va permettre de faire CloudFormation, c'est-à-dire dédupliquer. Ensuite, on a la deuxième partie qui est la partie record matching où on va avoir potentiellement deux bases de données différentes. Là, vous voyez à l'écran, par exemple, une base de données qui vient d'Amazon, une autre base de données qui vient de Zabbos qui appartient à Amazon et qui référence les mêmes objets ou les mêmes catalogues. Donc, du coup, quelque part, comment on va pouvoir identifier deux objets qui sont décrits de manière différente entre deux tables de base de données. Donc, ça, ce que permettra de faire de record matching, on va utiliser du machine learning justement pour pouvoir le faire à l'échelle et pouvoir inférer ce type de déduplication ou de record matching directement sur vos bases. Donc ça, c'est la partie Data Engineer. On va aller maintenant sur la partie sécurité. Dans la partie sécurité, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va avoir la possibilité d'utiliser les permissions vont être directement positionnées et directement gérées par CloudFormation. Donc c'est CloudFormation qui va donner les permissions nécessaires aux data scientists d'avoir ou ne pas avoir accès à une base de données, à une table, à une colonne dans une table. Là, la question qui se pose, c'est pour ceux qui sont déjà sur AWS et qui utilisent déjà Glue. D'accord? Sachez que c'est rétrocompatible, donc on a la possibilité de garder les permissions avec Glue. Les permissions avec Glue, rappelez-vous, étaient gérées via IAM ou via des policies S3. Donc ça, vous avez la possibilité de continuer à le faire. D'accord? Et là, CloudFormation va s'adapter à cette partie-là. Si vous souhaitez passer au modèle de permission géré par CloudFormation, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez trouver ça sur la documentation. Tout simplement, il s'agit de comprendre d'abord les policies qui existent, les accès et comment c'est utilisé, comment on accède à ces catalogues-là directement via Glue. Créer les policies correspondantes au niveau de CloudFormation, enlever les anciennes policies, les permissions qui sont sur Glue et positionner les permissions qui seront sur CloudFormation.
Voilà. Donc là, c'est à vous de voir de quelle manière vous voulez le faire. Bien sûr, je vous recommande de le tester avant, de savoir comment ça fonctionne avant d'arriver à ce niveau-là. Alors, les permissions qui vont se positionner par la suite, on va avoir nos trois protagonistes. On va dire pour l'instant, on va avoir le Security Officer qui va positionner les permissions au niveau de vos tables, au niveau de base de données, au niveau colonne. Puis on aura les utilisateurs qui vont accéder directement à la donnée. Et c'est l'ACK-Formation qui fera le lien entre les deux, qui va vous permettre justement d'accéder ou ne pas accéder à la donnée. Alors, l'accès à la donnée, comme je vous disais, on a plusieurs types d'accès. D'abord, est-ce qu'on a accès ou pas à la table? Est-ce qu'on a accès au catalogue? Est-ce qu'on a accès à la colonne? D'accord? Donc, c'est la granularité qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant en plus de ça, c'est justement de pouvoir auditer tous ces accès-là à un seul endroit au niveau de l'ACK-Formation. On a la possibilité de savoir ce qui se passe au niveau des accès et qui a accès à quoi. Donc, on peut auditer de la même manière qu'on peut avoir sur CloudTrail les accès qui ont eu lieu sur le data lake que vous avez construit via l'ACK-Formation. Une autre possibilité que vous avez trouvée sur l'ACK-Formation, c'est la possibilité de requêter les données directement sur la console, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de savoir quelles sont les tables qui existent, quelles sont leurs propriétés. Vous pouvez les enrichir pour justement les requêter par la suite. Donc, un data scientist qui veut avoir accès à telle ou telle table, il va pouvoir y accéder directement sur l'ACK-Formation. Et à partir de l'ACK-Formation, il va pouvoir, par exemple, aller directement faire une requête sur Athena. On va le voir pendant la démo, qu'il y a une possibilité d'aller directement depuis l'ACK-Formation vers Athena pour pouvoir lancer des requêtes directement sur les données qui sont stockées sur votre data lake. Alors, ça, c'est la partie monitoring. Ensuite, on va aller sur la partie analytics, on l'a dit tout à l'heure, et on va justement passer rapidement à la démo. Ça nous permettra justement de voir à quoi ressemble l'usage de l'ACK-Formation directement. Alors, pour le faire, j'ai créé deux environnements. Enfin, deux environnements, j'aurai accès à deux utilisateurs. D'abord, on aura accès, rappelez-vous, je vais positionner. Voilà, donc là, on va avoir Walid qui va être le Security Engineer et qui va être le Data Engineer. Et de l'autre côté, on va avoir Alice qui va justement être sur la deuxième fenêtre. On va la positionner. Ok, on va se retrouver avec les deux écrans. Qui va, elle, être notre Data Engineer. D'accord? Donc là, on a deux consoles sur deux navigateurs pour pouvoir accéder à chacun. On va commencer par la partie création de Data Lake. Je l'ai déjà fait auparavant. On va aller sur l'ACK-Formation et on va retrouver nos données. Alors, il s'agit de données qui sont déjà stockées sur AS3. Il s'agit de données qui sont publiques, qui sont proposées par AWS. On les appelle Amazon Reviews. C'est tous les commentaires que vous avez pu faire depuis 1995 jusqu'à 2015 qui permettent d'avoir les notations, les revues, les remarques qu'on va avoir sur les produits qui sont mis en place, qui sont sur le site amazon.com. Vous avez la possibilité d'accéder à ces données-là si vous voulez les tester et les utiliser. Alors, l'ACK-Formation ressemble à ça. Donc, on va arriver sur notre console. On va créer la base de données. Je l'ai déjà fait, mais je vous montre comment le faire. On va pouvoir créer, par exemple, une base de données qui va être en relation avec les données qui sont stockées sur l'ACK-Formation. On va lui spécifier, par exemple, le bucket S3 sur lequel on va avoir les données. Donc là, ils sont déjà présents. Hop. Sur Amazon Reviews. Et à partir de là, j'ai créé une base de données dont la notion qu'on va utiliser par la suite, qu'on va retrouver par exemple sur Google. Donc là, j'ai créé ma base de données. Avant d'avoir créé ma base de données, j'avais mentionné où se trouve mon data lake. D'accord? Donc, où est-ce qu'il est mon data lake? Où est-ce que je vais le positionner? Là, je peux créer plusieurs localisations de data lake. Là, par exemple, il s'agit des reviews qui existent déjà sur AS3 et qui sont à cette localisation-là. Donc là, j'ai créé mon data lake et j'ai mis en place les liens directement vers l'ACK-Formation.
Là, on va retrouver les blueprints dont je vous parlais. Donc là, si vous avez des données qui existent, que vous voulez ingérer directement, vous avez la possibilité de récupérer ces blueprints directement, par exemple à partir de snapshots de bases de données sur AWS, à partir de CloudTrail par exemple, à partir des logs qui sont sur les load balancers ou les application load balancers. Là, si je prends le cas des CloudTrail, je peux pointer vers un trail qui existe, par exemple celui-là, et je peux lui dire de commencer à telle date, de l'importer, où est-ce qu'il va l'importer, où est-ce qu'il va le mettre, sur quel format il va le mettre, la fréquence d'importation de données qui vont aller, est-ce que ce sera on demand et qu'il faut que je le fasse, ou est-ce que ce sera tous les heures, ou est-ce que ce sera toutes les semaines, ainsi de suite. Le workflow, il va créer un workflow pour vous. Rappelez-vous qu'on a parlé de workflow qui va pouvoir faire toutes ces étapes-là pour vous. Une fois que vous avez déterminé cette partie-là, vous créez votre blueprint, vous créez vos workflows, et c'est à partir de là, c'est CloudFormation qui va prendre le dessus et qui va ingérer les données et enrichir votre data lake avec les données. Par exemple, dans le cas de CloudTrail, il va par exemple ingérer les données CloudTrail pour pouvoir les utiliser par la suite. S'agissant de permissions, donc là, c'est les permissions qu'on va pouvoir mettre en place. Quand vous vous connectez la première fois sur CloudFormation, il va vous demander de sélectionner un administrateur. Vous pouvez bien sûr sélectionner d'autres administrateurs. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que cet administrateur-là, il va permettre d'avoir accès. C'est un administrateur de CloudFormation, d'accord ? Si vous souhaitez qu'il soit aussi votre data engineer et pouvoir créer les bases de données, de pouvoir accéder à ces données-là, il faut lui donner explicitement cette possibilité-là. Vous voyez, là, j'ai fait le nécessaire auparavant. Donc, j'ai demandé à ce que Walid, moi-même, soit administrateur et aussi qu'il ait la possibilité de créer et de donner des permissions par la suite d'accéder à ces données-là qui sont stockées sur S3. Si je reprends un autre utilisateur, je peux avoir, par exemple, Bob qui va venir là et qui va avoir la possibilité de créer des bases de données. Donc, à partir de là, Bob, s'il se connecte, il va avoir la possibilité de le créer. Il peut être soit un utilisateur, ça peut être aussi un rôle. Donc, on peut avoir un rôle aussi qui va être utilisé pour justement pouvoir accéder et créer ces bases de données, créer les tables. Donc, moi, j'ai déjà créé ma base de données. Donc, je suis Walid, j'ai déjà créé ma base de données. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des tables. Alors, pour pouvoir créer des tables, on va pouvoir le faire soit manuellement ici directement. Donc, on va donner un nom à la table. Donc là, la table, je peux lui donner par exemple Reviews. Je peux lui donner le catalogue, donc quelle base il va pouvoir le faire, lui donner une description, spécifier où se trouve ma table à l'intérieur de mon bucket ou à l'intérieur de mon data lake, si je dois créer par la suite, le format de données qui va être attendu par cette table-là, et je peux ajouter manuellement les colonnes une à une dans la table. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous connaissez bien vos données, si vous connaissez bien les données qui sont stockées, vous pouvez le faire manuellement, ajouter les colonnes une à une. Une autre possibilité qui serait intéressante, c'est d'utiliser les crawlers. Et là, on va faire appel à Glue. Et dans ce cas-là, on va, vous voyez, donc on a la partie, ce que je vous disais tout à l'heure, l'intégration directement entre AWS et AWS CloudFormation et Glue. Et là, on va créer notre crawler qui va justement aller récupérer les données, inférer les schémas de données et créer la table pour vous pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc là, il suffit de suivre ces étapes-là. Vous voyez, donc je vais revenir. Moi, j'ai déjà créé mon crawler qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Je vous donne l'exemple, comment il est fait. Lui donner un nom, lui donner où est-ce qu'il va récupérer les données. Donc là, c'est sur le schéma démo Amazon Reviews où se trouvent mes données pour pouvoir les ingérer, pour pouvoir les analyser. Je vais lui donner un rôle que je vais utiliser. Donc là, c'est un rôle Glue qui va être utilisé pour accéder à la donnée et qui va pouvoir les récupérer. Est-ce que je vais faire ce crawler-là à la demande, ce que je vais faire maintenant, ou est-ce que je vais le faire d'une manière continue, si je reprends tous les heures, tous les jours, ou choisir un jour particulier. On va dire dans quelle base de données le résultat, la table va être créée, et à partir de là, je vais pouvoir lancer mon crawler. Donc en parallèle de ce que on va lancer le crawler ensemble, et on va le laisser tourner. En parallèle, j'ai déjà créé ma table, donc elle est déjà ici. Ce que je vais devoir faire, d'abord, on va aller voir Alice, parce que c'est au final notre data analyst, qui va vouloir accéder aux données. Donc, on va se connecter à CloudFormation toujours. Alice arrive avec aucun droit. Donc, elle n'a aucune permission, vous voyez. Donc, elle ne peut pas aller administrer ou créer des bases de données. Elle ne peut pas accéder aux données et elle ne peut pas les utiliser. Donc, on va lui donner d'abord, on va l'autoriser à le faire. Pour pouvoir le faire, je peux le faire directement à partir de la table. Je lui donne un gain. Donc, je l'autorise à accéder à ces données-là. Donc, je vais sélectionner Alice.
je vais lui dire quelle est la base auquel elle a accédé, et c'est la table, c'est Reviews qui est déjà sélectionnée. Ce qui est intéressant, c'est de lui dire quelles sont les colonnes auxquelles elle va avoir accès. Alors, je vous montre les colonnes auxquelles elle va pouvoir avoir accès. Donc là, c'est la table qui a été déjà créée et qui comprend toutes ces colonnes-là. Marketplace, l'ID du client, l'ID de la review, l'ID du produit, le produit, le nombre de votes et les votes, et puis le commentaire lui-même. Donc là, c'est les colonnes qui appartiennent à notre table. Dans notre cas, ce que je vais faire, je vais donner à, vous voyez, donc là on a déjà d'autres données qui arrivent. Vous voyez, donc là c'est que Glue est en train de, il a déjà fini d'ailleurs, de crawler les données et il m'a créé d'autres types de tables ici, une qui est en format parquet et l'autre qui est juste les reviews qui existent sur la plateforme. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais donner maintenant, on va récupérer notre table initiale et je vais donner à Alice les droits d'aller requêter la table. Par contre, ce que je vais lui proposer, je vais lui donner comme droit, c'est quelques colonnes et pas toutes les colonnes sur mes données. Par exemple, je ne veux pas qu'elle accède à l'ID du client. Je peux peut-être lui donner les reviews, je peux lui donner par exemple l'ID du produit, le title du produit, le nombre d'étoiles et le commentaire lui-même. Et dans les permissions que je vais lui permettre d'avoir, c'est juste de faire un select, c'est-à-dire de faire des requêtes et non pas de supprimer ou d'insérer des données sur ces données. Voilà, donc je viens de donner les permissions à Alice. Je reviens sur Alice et là, donc là, vous allez voir, elle va avoir les accès et les permissions. Vous voyez, donc auparavant, elle n'avait pas accès. Maintenant, elle peut voir qu'elle a accès à cette table-là. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller requêter cette table-là. Ce que je vais pouvoir le faire avec Athena. Donc là, on va avoir une intégration directement avec Athena. Là, on a demandé à avoir les données. Il y a une requête qui a été lancée directement sur Amazon Review qui est au format CSV. Donc là, il y a une requête qui est en train de tourner qui va permettre l'accès aux données directement sur Athena. Donc là, il est en train de l'exécuter. Voilà. Donc là, j'ai juste une simple requête qui me donne les 10 résultats sur la table. Vous voyez, donc là maintenant, on va voir d'abord le nombre de, voilà, les colonnes auxquelles elle a accès, donc ce qu'on a spécifié auparavant sur l'AccFormation. Et c'est l'AccFormation qui va créer pour vous toutes les autorisations nécessaires et donner ces autorisations-là à Alice. On peut le faire en live aussi par rapport à Parquet. Donc là, il vient justement de finir. On va lui donner des grants. Là, on va le faire d'une autre manière. On va aller sur les data permissions, qui est un autre endroit où je peux donner des permissions directement à mes utilisateurs. Donc, je vais reprendre toujours Alice. Je vais lui dire sur quelle base de données elle va avoir accès, sur quelle table et si elle doit faire un select ou pas. Donc là, par exemple, on dira, voilà, on va prendre toutes les colonnes. Donc, on va pas spécifier certaines colonnes. On va lui donner toutes les colonnes possibles. Donc, voilà. Je reviens sur ma table ici. Ce qui va arriver, c'est que je vais rafraîchir ma table et vous voyez, c'est déjà apparu directement. On peut voir qu'elle a accès à toute la table qui est en Parquet et à toutes les colonnes qui sont sur cette table-là. Et à partir de là, je peux faire des requêtes directement sur cette table-là sans avoir sans limiter. Je peux faire la requête ici avec vous. Voilà. Hop. Ce qui permettra de requêter les données directement en format Parquet directement sur la table. Voilà. Donc ça, c'est une démo rapide qui vous permet de voir comment fonctionne l'AccFormation. Si je reviens sur la présentation, comme ça vous donnera, comme ça on va finir et on va pouvoir prendre les questions. Je finirai par un seul point. L'AccFormation n'a pas de coût, il n'y a pas de charge additionnelle liée à l'AccFormation. Les charges que vous allez avoir, c'est le coût associé aux différents services que vous allez utiliser par la suite avec l'AccFormation. Par exemple, si vous stockez les données sur AS3, ce sera les coûts associés au service AS3. Si vous utilisez Glue, ce sera les coûts associés à Glue, et ainsi de suite. Donc l'idée est que l'AccFormation vient ici pour faire de la gouvernance, pour pouvoir permettre la découverte et le partage d'accès aux données qui sont sur votre data lake. Merci pour votre temps et on va passer à quelques questions et on va essayer de répondre à vos questions par la suite par mail si on n'arrive pas à les faire. Alors,
Une première question, l'AcFormation peut utiliser Workflow de Glue, mais est-ce qu'il peut utiliser Step Function? Car potentiellement, dans nos workflows, on peut avoir des besoins d'utiliser des lambda, traitement léger et rapide. Alors actuellement, l'AcFormation, il fait appel au Workflow de Glue, il ne fait pas appel à Step Function, mais ça peut être une fonctionnalité qui peut arriver dans l'avenir, qui permettra l'intégration directement entre l'AcFormation et Step Function pour accéder à la donnée. Une autre possibilité à vous actuellement, c'est que vous avez toujours la possibilité d'utiliser Step Function, Lambda, en dehors de l'AcFormation pour avoir accès à des données et les transformer. La seule contrainte que vous allez avoir, c'est que puisque l'AcFormation sera le modèle de permission qui va gérer les accès à ces données-là, il faut que vous donniez, si vous utilisez des rôles sur Step Function ou des rôles sur votre Lambda, c'est que ces rôles-là soient autorisés à accéder à ces données-là. Rappelez-vous, l'AcFormation devient la source de vérité en termes de sécurité pour vos données. On va essayer de répondre à deux prochaines questions. Lier des IAM rôles à des comptes LDAP. Alors effectivement, on a parlé des rôles IAM, on a parlé d'utilisateurs, mais sachez que vous avez la possibilité d'utiliser, si vous avez un LDAP ou un AD, donc vous allez avoir du RBAC, du Role Based Access, et de cette manière-là, vous pouvez autoriser les utilisateurs à accéder via des rôles à des données et de gérer leur identité et leur authentification directement sur les LDAP et l'AD directement. Est-ce que l'AcFormation permet de donner d'accéder à des utilisateurs cross-account? Alors, pour les cross-account, d'abord, on va avoir où est-ce qu'elle est la source de données. Donc, elle peut être sur des données, les données S3 peuvent être sur d'autres comptes que sur le compte où se trouve l'AcFormation. D'accord? À partir de là, vous allez pouvoir accéder à des données de l'extérieur. Par rapport aux utilisateurs, on va pouvoir utiliser des rôles. Donc, on va utiliser des rôles qui vont être sur ce compte-là. Et il faut que les utilisateurs qui sont sur les comptes, on va dire les autres comptes, puissent assumer ce rôle-là pour accéder à la donnée. Donc, pour l'instant, on n'a pas cette possibilité de le faire directement depuis un compte externe. Alors, il y a d'autres questions. On ne va pas pouvoir le faire tout de suite. On va les reprendre. On va vous répondre par mail. À ceux qu'on a répondu, on va vous donner une autre réponse. On va compléter la réponse et on répondra aussi aux autres mails. Maintenant, on va passer à mon collègue Amadou qui va vous parler de Redshift et qui va faire un deep dive sur les nouvelles fonctionnalités sur Amazon Redshift. Et on va continuer sur la chaîne de valeur sur l'analytique sur AWS. Merci et bonne journée.